Nous nous retrouvons pour la 48e édition du Club de la Presse. Deux sujets ont particulièrement retenu notre attention cette semaine. Il s'agit d'abord de la déclaration du procureur général de la République qui a affirmé que la justice burundaise est indépendante. Et pour le prouver, il a brièvement donné l'état d'avancement de certains dossiers d'assassinat, notamment une déclaration qui intervient quelques jours après la présentation du deuxième rapport de la commission d'enquête des Nations Unies sur le Burundi qui a démontré que la justice burundaise est sous les ordres de l'exécutif. Le deuxième sujet, ce sont les relations entre le pouvoir de Pierre Nkurunziza et les Nations Unies, ainsi que l'Union africaine. Souvenez-vous, les représentants africains au sein du Conseil des droits de l'homme ont carrément refusé de soutenir le pouvoir de Nkurunziza comme ils le faisaient habituellement. C'était la semaine dernière à Genève. Et pour en parler, deux invités, Jérôme Kazaoukeye, vous êtes responsable du site internet itaraburundi.com. Bonjour. Bonjour Franck. Nous sommes également avec Maître Gustave Niyonzima, qui est juriste, membre du collectif d'ailleurs des avocats des victimes du pouvoir burundais auprès de la Cour pénale internationale. Bonjour. Bonjour Franck. Bienvenue à tous les deux. Merci. Merci beaucoup. Alors, la justice burundaise est indépendante. C'est en tout cas ce qu'affirme le procureur général de la République, Sylvestre Nyandwi. Qu'en pensez-vous, Jérôme Kazaoukeye? C'est son avis. Il travaille pour le pouvoir de Bujumbura. Il doit affirmer que ça va bien pour que son travail continue. Donc, il ne dit pas la réalité, mais il dit ce que le pouvoir veut. Ce n'est pas à dire que c'est une vérité qu'il a dit. Donc c'est pour protéger son gagne-pain, vous voulez dire? Oui, c'est ça. Donc, ce n'est pas d'autre chose qu'il allait dire. Ouais. Sinon, son travail serait terminé sur place. Il a cité un certain nombre de dossiers en parlant de leur état d'avancement. C'est le cas de ceux de l'assassinat du journaliste Christophe Ngezawazi et sa famille, l'assassinat de Zed Ferouzi qui dirigeait le parti UPD Zigamibanga, ou encore l'assassinat de Hafsa Moussi et du général Kararuza, etc. Maître Gustave Niyonzima, est-ce que ce n'est pas une preuve que la justice est effectivement en train de travailler? De prime abord, je commencerai à dire que son intervention via le communiqué qu'il a adressé à la communauté tant nationale qu'internationale est venue après qu'il y ait la tenue de la session du 39e réunion du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, surtout que la question burundaise inhérente aux droits de l'homme était en train d'être examinée par le dit Conseil. Alors, dans le rapport que la commission mise en place par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a présenté, et on a vu qu'il y avait pas mal de violations des droits humains relatives aux cas de disparition forcée, des assassinats, des cas de torture atroces. Dans ce cas, des exemples ont été cités, pas mal d'exemples. Aussi, une cohorte de démonstration des cas de disparition forcée ont été présentés. Et pour ce, la Cour douce, le procureur général a profité de l'aubaine pour dire que le pouvoir judiciaire n'est pas réputé à la sorte du pouvoir exécutif. Loin s'en faut. Les cas qui ont été présentés concernant différents dignitaires ayant été assassinés, que ce soit en 2015, en 2016, nous montrent qu'il y a un niche. On s'attendait à ce que le parquet général de la République nous présente des cas de gens qui sont emprisonnés, qui ont déjà purgé leur peine et d'autres qui ont été acquittés, mais qui demeurent incarcérés dans les différentes prisons de la République du Burundi. Tous ces cas ont été présentés au niveau de par la commission
mise en place par les Nations Unies au moment où il y avait la 39e session du Conseil des droits de l'homme à Genève. Il y a eu la présentation des cas de disparition forcée. Et on s'attendait à ce que le procureur général de la République nous présente des cas contraires, disant, même si telle personne a été citée comme disparue, il est là-bas, on l'a retrouvé dans tel endroit ou dans un autre endroit. Mais ça n'a pas... Vous pensez qu'il a fait exprès de passer sous silence tous ces dossiers ou c'est beaucoup plus une question de temps et qu'il fallait faire vite et... non, je dis que c'était... dire l'essentiel. Étant donné qu'il y avait eu un autre rapport de la Commission des Nations Unies en 2016, en 2017, les cas du lieutenant général Adolphe Shimirimana, de la famille de Christophe Nkezabahizi ou de la députée Afsa Mosi avaient été présentés pour dire que la justice n'était pas en train de faire son travail comme c'est exigé par la loi. C'est pour cette raison que, concomitamment au moment où il y avait une autre réunion, la 39e session des droits de l'homme à Genève, ils ont essayé de faire un communiqué en parallèle pour montrer que le pouvoir judiciaire n'est pas réputé à la sorte du pouvoir exécutif, que tout va bien, mais ce qui nous a fort bouleversé, ce qui nous a fort époustouflé, c'est que les cas qui ont été cités dans la commission mise en place par les Nations Unies concernant des gens qui ont purgé leur peine, qui ont été acquittés, en guise d'exemple, des membres du MSD, des membres du parti FNL, mais aussi d'autres membres qui regroupent les forces vives de la nation, ils croupissent encore dans les différentes prisons, ils demeurent incarcérés. Aussi, il fallait nous montrer des cas contraires par rapport à ce qui a été présenté au niveau du Conseil des droits de l'homme pour dire tel n'a pas disparu, il est toujours vivant. C'est ce qu'on attendait, c'est ce que tout le monde attendait. Quand bien même il a présenté ces dossiers de ces dignitaires qui ont été assassinés, si on examine exhaustivement le fond du dossier, on voit qu'il y a eu des violations des droits de la défense qui n'ont pas été respectés. On voit pas mal de vices de procédure qui émaillent ces différents dossiers qui ont été présentés, mais le pouvoir judiciaire sur la cour douce pour présenter à la communauté nationale et internationale littéralement que les dossiers suivent les recours normaux dans différentes étapes de juridiction, mais le gros c'était quoi? C'était de montrer par rapport à ce qui est en train d'être acheminé et présenté au niveau de la 39e session du Conseil des droits de l'homme, que tout va bien, qu'il y a des preuves contraires et irréfutables, ce qui n'a pas été le cas. En gros, je dirais qu'il a défendu sa cathédrale, c'est normal, comme procureur, comme patron du ministère public, et aussi il a pu profiter de l'aubaine au moment où il y avait cette session. C'est donc pour redorer son image et l'image naturellement du gouvernement. Par la même occasion, le même procureur général de la République a indiqué qu'ils n'ont eu aucune preuve de viol le lendemain de l'attaque de la nuit du 11 au 12 décembre de certains camps militaires de la capitale à Bujumbura par des hommes armés. D'après lui, même le centre Seruka spécialisé dans le traitement et le suivi des filles et femmes victimes de violences sexuelles n'aurait reçu aucune victime de viol de ce jour-là. Jérôme, est-ce normal après toutes les plaintes qu'on a entendues après ce fameux 11-12 décembre? Ce serait étonnant quand une personne qui est victime d'un viol se présente devant un violeur, disant que moi je suis... devant son violeur. Oui, dire que de se porter plainte dans même les organes qui ont commis ces forfaits. Donc quand ils se dirigent vers le centre spécialisé, là-bas ils ont
une déontologie professionnelle qui ne peut pas permettre de dévoiler les secrets des malades, donc des victimes. Donc, ils se sont trompés d'adresse à qui demander. Parce que le pouvoir qui reprime ne peut pas en même temps être juge. Donc, c'est compréhensif qu'il n'arrive pas à avoir des cas de plainte. En parlant du centre Selouka comme leur seule source, il y a d'autres rapports quand même qui sont sortis, notamment d'organisations nationales et d'organisations internationales. Ils auraient pu peut-être se fier à ces rapports-là. Oui, ils auraient coopéré avec les défenseurs des droits humains. Au lieu de coopérer, vous savez qu'ils se poursuivent jusqu'à maintenant. Alors de coopérer, il allait avoir plusieurs cas, parce que même à ce pays, il y a des dossiers qui se trouvent là-bas, des personnes qui sont victimes de ces viols. Dire que le nier n'est pas un moyen de cacher. Parce que le monde actuel est dans la main, les victimes sont là, ils se trouvent là-bas. Et puis, une autre chose qui peut justifier ça, c'est parce que les victimes de viols sont souvent gardées anonymes pour question de leur futur. Parce une jeune fille pour éviter des représailles aussi. Oui, même une jeune fille qui a été violée peut subir des conséquences après. Mais c'est les cas qui sont publiés sur les réseaux sociaux, sur les internets. Vous vous souvenez que après l'émission du premier rapport de la Commission internationale d'enquête sur le Burundi, le pouvoir de Bujumbura a demandé à ce qu'on donne des noms. Les noms de ceux qui ont commis ces crimes. Justement, le rapport qu'il a présenté au procureur, il a dit sur les cas qui sont visibles. Et d'autres restent dans la confidentialité. Donc, il n'allait pas avoir une information fiable à partir d'une ressource non fiable. Maître Gustave, vous faites partie du CAVIB, le collectif des avocats pour les victimes du système burundais auprès de la Cour pénale internationale. Est-ce que vous auriez eu des cas qui se sont présentés, des victimes de ce jour-là, du lendemain, de la nuit du 11 au 12 décembre 2015? Il y a moult dossiers pendant devant cette éminente juridiction, en l'occurrence la CPI, mais étant tenu par le secret professionnel. Je ne vous demande pas des noms. Mais juste oui, pour, mais il y a une cohorte de dossiers qui est au niveau de la CPI. Là, il n'y a aucun problème. Le bureau du procureur est en train d'examiner les dossiers soumis. Mais pour revenir un tout petit peu sur ce que vous venez de dire concernant le négationnisme de la part du gouvernement burundais via le procureur général de la République pour nier de fond en comble les forfaits commis quant à l'effraction du viol en date du 11 et du 12 décembre 2015, je dirais que c'est vraiment bouleversant, c'est vraiment époustouflant pour les victimes. C'est comme si on mettait un couteau dans une plaie qui est encore béante. Je dirais vraiment que c'est innommable. Alors, c'est trop difficile. Il y a un proverbe burundais qui dit que il est trop difficile d'aller se plaindre auprès d'un pitot après avoir été mordu par un serpent. Ici, un petit serpent, oui. C'est-à-dire quoi? Les policiers qui ont commis ce forfait, qui ont perpétré ce crime de viol, ils sont là, ils sont protégés par l'État. Et c'est difficile d'aller porter plainte auprès de leurs collègues. On a vu des cas similaires dans les annales de l'histoire judiciaire burundaise où des gens sont incarcérés après avoir commis des crimes de droit international et en laps de 2 mois, ils sont libérés.
Imaginez-vous si c'est, ou même moins, imaginez-vous ces victimes aller côtoyer après leur bourreau. Et donc, elles risquent d'être de nouveau être violés ou être éliminés pour question d'effacer les preuves. Alors c'était trop difficile. Aussi, je reviens sur l'infraction du négationnisme. Le négationnisme en droit international, c'est aussi une infraction. Le fait de nier devient aussi une infraction. Il faudra que... Donc le pouvoir est en train de s'enfoncer. Mais oui, de s'enfoncer davantage. Oui, et donc ça sera difficile de renflouer leurs preuves, de renflouer même leurs crimes qui se commettent au jour le jour. Donc c'est comme vous venez de le dire, le pouvoir s'enfonce davantage. Si on regarde durant cette semaine les cas de disparition forcée qui continuent d'être manifestés au niveau de la capitale du Burundi ou même dans d'autres provinces. Après la 39e session des droits de l'homme. Alors que justement, le ministre des droits de l'homme vient à déclarer hier, pas plus tard qu'hier, qu'il n'y a pas de disparition forcée au Burundi, que ceux qui parlent de disparition forcée, ils le font pour leurs propres intérêts, que ce sont des menteurs. Vous le disiez. Même pour renverser la vapeur, il faut que le dit ministre nous donne, démontre à qui de droit où se trouvent ces victimes et à démontrer à qui de droit les preuves contraires. Disant tel n'a pas fait l'objet de disparition forcée, il est encore vivant, il est là, vous avez menti, il faut que vous soyez poursuivi devant les instances judiciaires. Il fallait montrer la preuve du contraire. À défaut de ces preuves, on voit que c'est eux qui sont des criminels. Jérôme, le ministre des droits de l'homme qui déclare qu'il n'y a pas de disparition forcée au Burundi et que ça n'engage que ceux qui le disent, qui le font pour leurs propres intérêts, mais il a dit, on a vu dans le passé des personnes qui avaient été portées disparues, qui après quelque temps sont réapparues, qu'il faut donc demander aux familles de ceux qui ont disparu de faire preuve de patience, ou alors d'aller auprès de la police ou de la justice pour se plaindre. Est-ce que vous y voyez une certaine logique? Non, pas de logique. C'est choquant dans une famille qui a perdu une paire de famille, d'écouter ces mots qui sont choquants, qui brillent les oreilles. Disant que ce sont des gestes, ils se font disparaître pour gagner du poids. Vraiment, il faut qu'ils se saisissent. Ils voient que ce qu'il dit demain, les audios, les vidéos resteront. La génération future va consulter les archives et dira un jour, un homme qui n'a pas défendu la réalité, qui a défendu un système criminel, et il va payer plus cher. Donc je conseille à ce ministre d'abandonner son genre de langage, de nier une vérité qui est palpable, que la communauté internationale voit, que le Burundi voit. Oui. Et donc pour tous les deux, que ce soit le procureur général public ou alors le ministre des droits de l'homme, tiennent donc des langages qui sont blessants et peut-être, pour aller beaucoup plus loin, comme vous le dites, assez cyniques, surtout pour les familles des victimes et des disparus. Le deuxième sujet, les relations entre le pouvoir de Nkurunziza et l'ONU, ainsi que l'Union africaine. Vous avez vu le groupe africain au sein du Conseil des droits de l'homme a refusé de soutenir le gouvernement burundais. Une première étant donné le soutien de ce même groupe en septembre 2017 en faveur du pouvoir de Nkurunziza, jusqu'à voter sa propre résolution. Est-ce que vous avez compris ce qui s'est passé avec la position des représentants africains à Genève, Jérôme? Oui, les pays africains vivent de la dépendance de l'extérieur. Donc, on dit que dans la guerre des intérêts, les émotions n'ont plus de place. Donc, si ils voient clairement que le pouvoir de Bujumbura est criminel, ils ne peuvent pas continuer à soutenir, de peur que
demain, les bailleurs de fonds, les partenaires bilatéraux vont les connoter de la même sorte que le criminel de Bujumbura. Et pourtant, l'année dernière, ils ont soutenu le pouvoir. Est-ce que vous pensez qu'ils étaient aveugles? Non, non, il croyait qu'il va conseiller le président Nkurunziza de changer la manière d'accepter les pourparlers. Mais finalement, ils ont vu qu'ils sont en train de jouer avec un démon, une personne qui n'est pas animée de bonne foi. Si je me suis bien, donc ils étaient naïfs. Donc ignorants plutôt. Ils étaient ignorants. Ils ont conclu que la réalité se trouve sur le terrain. Ils ont vu les disparitions continuer, les crimes continuent, la CPI continue à... Même la personne en question a été pointée du doigt par la Commission internationale des enquêtes qu'il mandate les crimes. Donc soutenir un criminel, c'est-à-dire soutenir ses crimes. Quelle a été votre première réaction, Maître Gustave, quand vous avez entendu le comportement des représentants africains au sein du Conseil des droits de l'homme à Genève la semaine dernière, qui n'ont pas soutenu le pouvoir de Nkurunziza, alors que habituellement ils le soutenaient, avec notamment ce qu'on sait dans le passé, le vote d'une déclaration ou d'une résolution propre à ce groupe en faveur du pouvoir de Nkurunziza. C'était en septembre l'année dernière. Alors, je dirais préalablement que tout le monde a été égayé, tout le monde a fait un soupir de soulagement. C'est-à-dire même le pouvoir de Bujumbura. mais non, je dis pour les victimes et surtout les opposants. Il y a eu un ouf de soulagement de la part d'eux, mais aussi c'était un acte louable, c'était un acte salutaire, comme je venais de le dire, pour les victimes et pour les opposants. Alors, comme Jérôme l'avait dit, il s'agissait de questions d'intérêt. L'année passée, même s'il y avait un groupe de pays africains qui avaient soutenu le pouvoir de Bujumbura, il y a eu un revirement à 180 degrés. Ils se sont rendus compte que ce pouvoir joue avec le feu, qu'ils ne peuvent pas continuer à coopérer avec un pouvoir fantoche, avec un pouvoir sanguinaire où certaines autorités étatiques de la haute sphère ont des mains sanguinolentes. Si l'on s'en tient au rapport qui a été présenté par la Commission des Nations Unies au moment où il y avait la 39e session des droits de l'homme. Alors, s'il faut, je dirais que ça ne suffit pas de le dire verbalement ou publiquement à l'endroit de la communauté internationale ou à l'endroit des victimes. Encore faut-il le prouver par des actes concrets, par le pragmatisme professionnel. Et si la communauté internationale continue à le faire ainsi, souvenez-vous même que ça s'est passé au Rwanda, dans le pays voisin, en 1994, où il y avait des alertes, mais la communauté internationale a assisté impuissamment face au génocide. Donc il faut que la communauté internationale saisisse la balle au bon pour que l'irréparable ne soit commis encore une fois, comme ça s'est passé en Sierra Leone et au Rwanda, dans l'ex-Yougoslavie. Il faut que le Conseil des Nations Unies, le Conseil de sécurité des Nations Unies prennent des décisions coercitives pour mettre en vigueur même les résolutions antérieures qui ont été déjà votées par le dit Conseil. C'est-à-dire, pour moi, c'est vrai, même s'il y a eu un offre de soulagement, même si c'était un acte louable et salutaire, il faut encore aller plus loin parce que ce qui se passe chez nous dépasse l'entendement. Jérôme, il y a eu
une nouvelle qui est passée à travers la radio Inzamba, Agate Kakawe, qui a fait état de certains éléments qui auraient poussé le groupe africain à Genève à ne pas soutenir le pouvoir de Nkurunziza. C'est le cas d'une délégation d'experts des Nations Unies en mars qui ont été refoulés au bout d'un mois de leur présence, alors ils avaient été envoyés après une résolution du groupe africain en faveur du pouvoir de Nkurunziza. Et ils devaient faire des enquêtes, les rendre compte directement à la justice burundaise pour que la justice se saisisse des cas de personnes qui seraient auteurs de violations de droits de l'homme directement. Ce n'est pas que cela. Il y a également l'Union africaine qui avait envoyé une forte délégation d'une quarantaine de personnes à Bujumbura, mais qui n'est jamais parvenue à travailler pendant tout un an et qui n'a jamais été reçue officiellement pour permettre à cette délégation de travailler effectivement sur le sol burundais, qui a été par la suite expulsé. Est-ce que ces éléments-là et d'autres, notamment le comportement de la délégation burundaise à Genève la semaine dernière qui s'est mis à insulter les experts des Nations Unies qui ont produit le deuxième rapport, est-ce que cela vous suffit personnellement pour prouver que ces éléments auraient poussé ces Africains à ne pas soutenir le pouvoir de Nkurunziza? Oui, ces éléments sont fondés. Comme il y a d'autres éléments qu'on peut, des hypothèses même qu'on peut se poser parce qu'on n'était pas là. Mais voir que Bujumbura ne veut pas coopérer avec la commission, comment alors les enquêtes peuvent se faire avec indépendance, alors qu'ils guident, comme des guides touristiques, ils guident ces personnes envoyées par l'ONU dans ces travaux. Donc, même si on est resté tranquille, et on ne peut pas, il n'allait pas avoir une enquête vraiment qui est consistante. Parce que le chemin, la sécurité était pour ces hommes qui ont commis des crimes. Même une personne qui peut voir celui qui vient enquêter avec celui qui a reprimé. Donc, les informations n'allaient pas vraiment être fiables. J'ai une question que je peux me poser. Pourquoi déclarer persona non grata les membres de la commission d'enquête internationale alors qu'ils savent que ces personnes n'ont jamais mis le pied au Burundi? J'encourage la commission et j'encourage ce 39e sommet de prolonger le mandat. Oui. Donc, ils ont accepté l'équivalence de la présence physique et présence virtuelle via les ressources fiables qu'ils ont. On reste avec vous, Jérôme Kazaoukeye, sur un sujet vous concernant personnellement. Le CNC a adressé une note d'avertissement à votre site Itala Burundi il y a quelques jours. Est-ce que vous pouvez nous en parler? De quoi s'agit-il exactement? Effectivement, notre journal italaburundi.com a une sanction sur une information que nous avons traitée d'un notaire Ngozi qui était un lieu de criminogène, comme le procureur a dit. Donc, après la présentation du rapport de la commission d'enquête internationale sur le Burundi du 5 septembre, le 7, nous avons eu des informations que l'hôtel en question a été fermé. Donc, nous avons traité l'information reliant ce genre de comportement, de fermer une hôtel, de ne pas n'importe qui, un ex-honorable, de membre influent du CNDD-FDD, avec ce que la commission vient de dire. La commission disait qu'il y a des crimes qui sont commis au Burundi. Et puis, on vient de trouver un lien criminogène. Donc, c'est-à-dire que les crimes sont là. Il faut que la commission continue. Est-ce qu'on vous a reproché d'avoir travaillé sur le sujet, ou on vous a reproché autre chose, un rapport peut-être à une faute professionnelle,
Oui, il y avait des fautes d'orthographe là. Des fautes d'orthographe. Des fautes d'orthographe, oui. Au lieu de dire appartenant, nous écrivons, nous avons dit appartement. Et CNC nous a corrigé, je le remercie. Mais sur nos ressources vérifiées, rigoureusement vérifiées, ajoutées dans l'article 17 de la loi de la presse, quelles ressources veut-il qu'on utilise? Nous avons nos propres ressources. Alors, est-ce que cet avertissement va vous pousser à beaucoup mieux écrire vos articles sans faute d'orthographe? Ou est-ce que cet avertissement vous a fait peur? En Kirundi, il y a un adage qui dit que ce qui se trouve sur la pâte, l'utilisation de ce qu'on utilise dans la pâte, c'est la matière. Donc, nous allons essayer de corriger les fautes d'orthographe. Mais sur les sanctions, même les radios qu'ils ont brûlées, continuez à émettre. Nous n'avons pas peur de ça. Oui. Maître Gustave, quand vous entendez de tels avertissements, il y a celui d'Itara Burundi, mais également celui du journal Iwachu qui est sorti la semaine dernière. Qu'est-ce que vous en dites? Je dis que c'est la pérennisation de la violation de la loi sur la presse, aussi de la pérennisation de l'harcèlement à l'endroit de tout opposant. Et donc il veut que tous les journaux des opposants demeurent muselés. C'est tout à fait normal pour le pouvoir. Mais ce ne sont pas des journaux des opposants, ce sont plutôt des journaux indépendants. Des journaux indépendants, dis-moi des journaux. Merci pour la correction. Assez rapidement. Oui. Dans cette même lancée que je voulais dire, des journaux des indépendants qui demeurent donc misérés. Tout journal qui diffuse des informations qui ne plaisent pas à l'endroit du pouvoir, le journal devient ennemi numéro 1 du pouvoir. Alors, le mieux serait de prouver de la part du pouvoir de Bujumbura des preuves irréfutables contraires à ce qui a été présenté par d'autres. Sinon, il n'y a pas l'opinion d'un opposant ou d'un indépendant doit être aussi mise en avant pour que la communauté internationale et nationale est au courant de tout. Voilà. Malheureusement, le temps nous fait défaut pour pouvoir développer davantage sur ce sujet. C'est ici que s'arrête cette 48e édition du Club de la Presse. Je remercie nos invités, Maître Gustave Niyonzima et Jérôme Kazaboukeye. Merci. Et à vous autant. Merci également à toute l'équipe technique, à vous tous qui nous suivez. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro du Club de la Presse.